Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir de partout où vous nous captez dans tous les coins et recoins du globe et bienvenue à Perspective économique. Ce soir, nous vous proposons de parler de métrologie et gestion des écosystèmes pour les développements durables, application à l'eau de la rivière Njili à Kinshasa. Nous allons recevoir pour ce faire le professeur Papi Fernand Kimwanga, docteur en économie industrielle et environnementale de l'Université de Kinshasa, où il preste également comme professeur. Il est aussi secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim. Bonjour professeur. Bonjour messieurs les journalistes. Bonsoir professeur. Bonsoir messieurs les journalistes. Et c'est pour la toute première fois que vous participez à Perspective économique. Tout à fait, c'est pour la première fois que je participe. J'ai toujours l'habitude de vous suivre chez moi à la maison, à la télévision. D'entrée de jeu, vous partez de quel constat, professeur, pour nous parler de métrologie et gestion des écosystèmes pour le développement durable? Vous partez de quel constat? Je pars d'un constat selon lequel la RDC est pleine de potentialités, comme tout le monde le dit, mais avec une population si pauvre. Je me suis dit que les biens et services environnementaux constituent les dons de Dieu et que ça procure le bien-être social à toute la population. Malheureusement, l'utilisation abusive ou la surutilisation de ces biens et services environnementaux m'a tiqué et m'a dit, si nous continuons dans cette allure-là, avec cette allure, les générations qui viendraient après nous ne trouveraient pas les écosystèmes dons de Dieu. Alors, il faut agir instamment. Il faut agir incessamment pour réguler la gestion de nos écosystèmes. Voilà le pourquoi de cet ouvrage. Il fallait réguler et il faut réguler pour permettre à ce que les générations qui viendront après nous puissent trouver aussi les écosystèmes gages de leur vie. Écosystème gage de vie aussi des générations futures, comme vous le dites. Je sens déjà un souci pour le développement durable. Tout à fait. Mais question directe à ce stade, professeur Papi, à qui s'adresse votre ouvrage? Quelle en est la cible principale? Je m'adresse principalement aux décideurs politiques. C'est à eux qu'incombe la charge d'élaborer la politique environnementale, qui fait défaut jusque-là aujourd'hui au Congo, parce que nous n'avons pas une politique environnementale. Je dois vous rappeler, monsieur le journaliste, qu'une politique devrait être une ambition prononcée des pouvoirs publics en déterminant les objectifs à atteindre selon les horizons temporels différents, court, moyen et long terme, et vraisemblablement déterminer les moyens pour atteindre ces objectifs. Le premier objectif, c'est le développement durable. Et qu'est-ce que nous devons faire? Il faut une gestion responsable de nos ressources naturelles. Malheureusement, il n'y en a pas. Or, s'il y avait une politique, parce que la politique nationale met en place les mesures d'encadrement, et on aurait eu, par exemple, parce que l'économie de l'environnement elle-même prévoit, ça veut dire qu'il peut y avoir le principe de pollueur-payeur. Ça veut dire celui qui a pollué devrait payer au prorata du niveau de sa pollution. Mais pour ce faire, il faut identifier les vrais pollueurs. Au Congo, nous avons la difficulté d'identifier les vrais pollueurs. Vous aurez l'occasion, professeur. Tout à fait. Mais je m'adresse à ce pouvoir public, à tous les niveaux possibles. Ça veut dire au niveau national, au niveau provincial, voire même au niveau local. Et lorsque vous terminerez cet aspect des choses sur le plan pouvoir public, je m'adresse à la communauté universitaire. Je sais que cet aspect des choses, cette nouvelle donne dans la science, qui est l'économie de l'environnement, est ignorée. Ignorée dans tous les programmes de cours. Les gens s'attellent beaucoup plus dans les cours qui concernent le monde occidental. L'économie classique, tout à fait, linéaire, l'économie néoclassique. Avec tous ces effets dévastateurs. Tout à fait. Malheureusement, ils oublient comment intégrer
les économies ou l'économie d'autant à la communauté des éco-gestes pour savoir comment poser des actes responsables de la gestion des déchets. Comment poser les actes responsables de la gestion de nos cours d'eau. Comment poser des actes responsables de la gestion de nos forêts. Ça manque véritablement. Et je m'adresse à cette communauté-là. Et sans oublier que je m'adresse aussi aux populations, aux ménages. Parce que même quand vous avez lu mon ouvrage, vous avez compris que je m'adresse aussi aux ménages qui vivent le long du bassin versant de la rivière d'Indjili. Les riverains. Les riverains. Les mamans maraîchères qui sont le long de cette rivière-là, qui n'ont pas la conscience environnementale, qui justement leurs pesticides, fongicides sont rejetés dans la rivière, au détriment des populations qui vivent en aval de leurs activités. Il cause ce qu'on appelle, nous en économie, les externalités négatives. Et ce comportement-là cause du tort, même à la régie des eaux, qui doit savoir purifier l'eau qu'il envoie dans les différents ménages. Parce qu'il faut beaucoup de tonnes de chlore, parce que l'eau en amont est déjà tellement polluée, il faut beaucoup de chlore pour dépolluer cette eau afin que nous puissions la boire. Donc, je m'adresse à 3 catégories de personnes. Au pouvoir public, à la communauté universitaire et aux ménages. Vous vous êtes limité, allais-je dire, à la rivière Ndjili. Mais la pollution est générale à Kinshasa, la rivière Kalamu est tout aussi polluée. Tout à fait. Ça vous a intéressé cet aspect aussi? Je crois que les résultats, on n'avait pas le temps de mener des études ou des enquêtes sur l'ensemble des rivières de la capitale ou de la République. Nous avons pris un cas typique qui est celui de la rivière d'Ndjili. Et aussi, ce qui m'avait motivé, c'est le fait tout simplement que cette rivière Ndjili permet d'approvisionnement en eau brute à la régie des eaux. Mais je me dis que si déjà en amont, les activités maraîchères, les activités humaines de l'homme polluent dans cette rivière davantage, ça risque de compliquer la situation et un jour, on risquera de trouver qu'on manque l'eau potable à boire parce que ça va demander des milliers de tonnes de chlore et de sel pour que l'eau soit dépolluée. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis beaucoup plus attelé sur la rivière Ndjili. Mais les conclusions de la rivière Ndjili peuvent s'étendre sur toutes les rivières de la République démocratique du Congo, particulièrement les rivières des grandes villes de Kinshasa. Parce qu'on doit rappeler, dans les provinces, il y a moins d'activités qui portent atteinte aux écosystèmes. Polluantes, si vous Tout à fait. Professeur Papi, à ce stade de notre échange question directe, en quoi est-ce que la métrologie que vous proposez dans votre ouvrage serait une solution idoine, j'emprunte vos termes, à la pollution des écosystèmes, notamment à la rivière Ndjili, sur laquelle a porté essentiellement votre livre? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous partons d'un seul principe, que la pollution a un caractère diffus. Ça veut dire, si la régie des eaux au niveau des ponts de captage subit les effets de la pollution, ce n'est pas la régie des eaux qui a pollué. C'est que la pollution est en amont. Mais il est difficile, par les commun des mortels, de pouvoir constater cette pollution-là. Or, la métrologie étant définie comme la science de mesure, peut, à travers les différents mesurages, déterminer via les normes qu'il y a pollution ou il n'y a pas pollution. C'est pourquoi je me dis, pour arriver à réguler la gestion des écosystèmes, il faut d'abord savoir s'il y a pollution ou s'il n'y a pas aussi pollution. Pour y parvenir, il faut recourir à la métrologie. La métrologie, j'ai fait office de 2 types de métrologie. La métrologie comptable ou économique et la métrologie technique. Dans la métrologie économique, je fais allusion à la statistique et à la comptabilité. Ça veut dire qu'on peut arriver à avoir ce qu'on appelle la comptabilité verte. On est en mesure de recenser les différents écosystèmes que la République possède. Mais pour savoir si ces écosystèmes sont pollués, il faut la métrologie technique au niveau des laboratoires, contrôle qualité. Vous avez recouru au service des laboratoires. Tout à fait. De la faculté des sciences, des l'UNIKIL. Tout à fait. Et même des services universitaires. Tout à fait. Des cliniques universitaires de Kinshasa à lire votre livre. Tout à fait. Et cette métrologie technique permet maintenant de pouvoir se rendre, à travers les analyses physico-chimiques, de pouvoir savoir certains paramètres clés
de la potabilité de l'eau. On peut citer entre autres la turbidité de l'eau, le potentiel d'hydrogène ou le pH, qu'on appelle communément le pH. Donc, dès lors que les valeurs des laboratoires s'écartent véritablement des normes de l'OMS, on s'est dit qu'il y a pollution. Mais déjà, d'emblée en RDC, au regard seulement de débordements d'îles ou des lits de rivières, point n'est besoin de recourir même à la météorologie. On peut recourir à la météorologie visuelle. Parce que... Qui n'est pas suffisante. Non, elle peut être suffisante vu le degré débordant de la pollution au Congo. Je vais vous donner... Moi, je suis né, grandi au village. Je dois vous dire que quand on allait au champ avec les mamans et le papa, vous êtes là pour voir s'il est quelle heure. Il suffisait de vous tenir debout. L'ombrage passe à gauche ou à droite, on sait qu'on est l'avant-midi ou après-midi. Lorsqu'elle est tout droite, on dit « Ah, nous sommes à midi juste ». Donc ça, c'est la météorologie, mais une météorologie ancestrale, naturelle. Ça veut dire on peut, à partir de cette météorologie-là, savoir s'il y a pollution. Mais il arrivait des fois... En dehors de ça, les études menées par les cliniques universitaires ou le laboratoire de la faculté des sciences ont révélé justement qu'il y a pollution à la rivière Njili. Tout à fait. Je dis que j'ai fréquenté, j'ai fait passer mes échantillons au niveau du laboratoire physico-chimique du professeur Moussibono. Et même bactériologique. Professeur Moussibono qui est conseiller spécial du chef d'État en matière de l'environnement. Oui. Je suis passé avec mes échantillons là-bas pour faire les analyses physico-chimiques. Et les analyses bactériologiques, je les ai menées au niveau du laboratoire des cliniques universitaires. Et à l'issue de ces analyses, le constat est amer. L'eau de la rivière Ndil est fortement polluée. Fortement polluée. Et là, les gestionnaires ou les économistes ne s'arrêtent pas au constat, comme les écologistes purs. Un économiste ou un gestionnaire écologiste, son objectif, non seulement il constate qu'il y a pollution, mais il faut trouver des mécanismes de régulation pour éviter la pollution. On va y revenir, professeur Papi. Il se pose un problème en lisant votre ouvrage, un problème d'ordre comportemental dans les chefs de riverains. Tout à fait. La rivière Njili. Tout à fait. Dans la mesure où vous dites, par exemple, dans votre ouvrage, que la pollution constatée est due essentiellement aux gestes non écologiques posés par les riverains. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des mesures, des dispositions que vous proposez pour encadrer justement ces comportements malsains ou anti-écologiques? Ah mais tout à fait. Pourquoi je dis si cela arrive, c'est de l'inefficacité du pouvoir public. De l'inefficacité du pouvoir public. Mais votre ouvrage parce que je vais pédagogique. parce que je vais dire que l'eau de la rivière Ndjili, c'est un bien public. Les biens publics, ça veut dire qu'il y a un principe de non-exclusion. Chacun peut en user comme il pense. Mais c'est l'État qui doit venir pour dire attention, il y a surutilisation ou mauvaise utilisation de l'eau. Mais lorsque nous arrivons à cette situation-là, les ménages partent du principe que tout a l'égout. Tout a l'égout, ça veut dire tout ce qui est sale, on le rejette là-bas. Ça veut dire, quand il pleut, les ménages le long de la rivière Ndjili font quoi? Ils débouchent les caniveaux, ils débouchent comment on dit, là où il y a les toilettes et consorts, les fosses septiques, pour que les déchets et consorts soient transportés par les courants d'eau. Mais sans savoir que ces comportements non écologiques, que j'appelle dans l'ouvrage non écologiques, les gestes non écologiques, causent des incidences ou des externalités négatives aux populations qui vivent en aval de leurs activités. Mais pour mettre fin à cela, l'ouvrage parle de 3 principes. Allez-y, professeur. Il y a le principe de prévention, il y a le principe de précaution et il y a le principe d'action. Le principe de prévention, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'on sait que les comportements de ces riverains sont des comportements non écologiques. L'État devrait mettre en place la possibilité d'identifier toutes les sources de pollution et installer ce qu'on appelle les investissements verts. Mais la source est connue, vous venez de dire. Ah ben oui, mais les comportements non écologiques des riverains. Ah ben oui, ça c'est une attitude. Mais les sources peuvent être, par exemple, les petits maraîchers,
peuvent être par exemple des fermiers, peuvent être par exemple certaines choses, ça veut dire les gens qui les fosses sceptiques. Ce sont des sources de pollution. Mais ces sources, lorsqu'elles sont identifiées, l'État peut mettre les mécanismes de rétention de ces pollutions-là ou de ces eaux usées, les pré-traiter avant qu'elles ne soient déversées dans les lits de la rivière. Dans cet ordre d'idée, professeur, avez-vous pensé par exemple... Si vous pouvez me permettre que je finisse l'élan de ces trois principes majeurs. Je vous en prie. Après avoir identifié, ça veut dire en ce moment-là, le principe de précaution, c'est un principe qui vient pour persuader ces gens-là à ne plus adopter le même comportement. Là, on arrive dans ce qu'on appelle en économie de l'environnement les instruments informationnels. Ça veut dire qu'on doit arriver à faire quoi? Sensibiliser. Il doit y avoir des émissions télé, radio, sensibilisant les personnes vivant le long de cette rivière à pouvoir adopter le comportement écologique. Parce que c'est à travers ce comportement-là que les autres qui ne sont pas liés à leurs activités sont punis. Permettez-moi que j'utilise le terme puni. Parce que lorsqu'on empiète au bien-être des gens, on le punit. Mais ces deux principes, monsieur le journaliste, ne sont valides que dans un contexte où l'on connaît déjà que les écosystèmes ne sont pas pollués et qu'on doit faire un effort pour qu'ils ne soient pas pollués. Mais dans le cadre de la RDC, dans le cadre de la rivière Ndjili, qui semble déjà polluée, la précaution et la prévention ne tiennent pas. Il faut les principes d'action. Ce que j'appelle dans l'ouvrage les principes d'épuration. Je me dis ceci, qu'au lieu de commencer à prévenir ce qui est déjà arrivé, ça veut dire qu'il faut déjà commencer à faire quoi? À retenir davantage. Il faut agir. Agir, c'est quoi? C'est pré-traiter les eaux usées avant de les rejeter. Ce n'est que lorsque vous avez pré-traité, que vous avez rendu la rivière, n'est-ce pas, propre jusqu'à un certain seuil. Parce que la pollution, on la déclare lorsqu'elle a dépassé les seuils d'assimilation naturelle. Lorsque la rivière est maintenant dépolluée, on peut recourir à prévenir maintenant. Attention, plus question d'adopter ce comportement. Et voici les précautions à prendre. Donc voilà les trois principes que l'ouvrage est en train d'énumérer pour essayer de juguler cette crise sociale que les ménages riverains sont en train... Due à la pollution des écosystèmes. Tout à fait. Oui, on n'a pas que la pollution de la rivière Ndjili comme problème. Dans le même ordre d'idées, les trois principes que vous venez d'évoquer peuvent être étendus au niveau de la pollution s'agissant de matières non biodégradables, tout à fait. Des sachets, des bouteilles en plastique et consorts, professeur. Tout à fait. Vous avez totalement raison. Parce que, tous les écosystèmes, on peut avoir un écosystème sol. Le sol, c'est un écosystème. On a l'écosystème eau, on a l'écosystème forêt, ainsi de suite. Tous ces écosystèmes-là, l'air et consorts, devraient être protégés. In fine, le problème, pourquoi on doit protéger? Parce que dans les écosystèmes, il y a la biodiversité. Cette biodiversité est essentielle à la vie ou à la survie de l'homme. Et malheureusement, les économies, si vous regardez la grande partie de mon ouvrage, je suis en train de démontrer que la prédation ou la surutilisation des biens et services environnementaux vient de l'appétit exagéré des économistes, en voulant chercher à tout prix à satisfaire leurs besoins, au détriment des équilibres écosystémiques qui garantiraient l'équité intergénérationnelle. Parce que si moi je dois produire aujourd'hui, sans tenir compte de ce qui arriverait demain, c'est que je suis en train de sacrifier mes enfants, qui ne vivraient plus dans les mêmes conditions que moi. Et aujourd'hui, là, que ce soit pour les déchets, parce que je dois vous dire que ma thèse de doctorat porte sur la gestion économique des déchets, des biens et services environnementaux, analyse contingente appliquée aux déchets de la ville de Kinshasa. Et nous avons vu, s'agissant de Kinbopeto, on a fait la sensibilisation. C'est ce qu'on appelle des précautions à prendre. Ça veut dire inculquer dans les chefs des ménages les nouveaux types de comportements à adopter.
Et maintenant, on dit, voici, maintenant, nous devons prévenir. Mais malheureusement, pour les déchets, ils jaugent le riz. Les déchets jaugent le riz et le caniveau. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est le principe d'action. Il faut agir. Mais malheureusement, on agit comme des politiciens. On arrive un samedi, on commence à faire... Non, c'est pas ça. Ça doit être méthodique. Donc, si ce sont des choses comme ça, il faut voir les experts. Mais dans tous les différents écosystèmes, ces trois principes sont très importants. Vous parlez, vous avez martelé sur une certaine équité intergénérationnelle. Tout à fait. On sent en vous un souci fulmine pour les générations à venir, oui. les soucis du développement durable. Oui. Question à ce niveau, professeur. De quelle manière est-ce que la métrologie environnementale que vous préconisez pourrait influer sur les objectifs du développement durable tels que stipulés à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et les développements des Rio, je crois, des Janeiro en 1992 ou quoi? De quelle manière? D'abord, pour arriver au développement durable, c'est un développement qui satisfait aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Or, pour y parvenir, il faut savoir bien gérer, ça veut dire gérer de manière durable les écosystèmes que nous avons. Et pour arriver à gérer ces écosystèmes de manière durable, il faut savoir que l'action que je pose aujourd'hui cause-t-elle des incidences? Quand je parle d'incidence, je vois la pollution. Parce que la pollution, en quelque sorte, c'est la profanation. C'est la souillure. N'est-ce pas? C'est la détérioration de la qualité. C'est ça la pollution. Mais si déjà on pose un acte de consommation, de production, mais il faut qu'on se rende compte si les actes que nous avons posés ont causé du tort. Mais pour se rendre compte, il faut de la métrologie, comme science de mesure. Mais je vous dis que la métrologie ne marche pas seule. C'est comme des jambes. Il y a la métrologie et la normalisation. Pour que la métrologie agisse, il faut que la normalisation, les normes existent. Et en matière d'eau, pour les cas d'espèces, nous avons les normes de l'OMS. L'OMS a sorti les normes de potabilité d'eau. Et maintenant, si nous devons vérifier, quand nous tirons les échantillons, nous avons tiré les échantillons à Gilles Brasserie, chez Comaf, Quartier Neuf, et puis jusqu'au pont de captage de la Régie des eaux. Mais lorsque tous ces échantillons, nous les avons tirés, l'objectif c'est de faire quoi? C'est d'évaluer pendant 3 mois successivement. Parce que pour la métrologie, il ne faut pas seulement faire les essais une fois. Il faut le faire 2 ou 3 fois, on confronte. Si les résultats se rapprochent, on confirme l'hypothèse. Nous avons fait pendant 3 mois, avec 12 essais, et il est ressorti qu'il y a pollution. La métrologie permet bien sûr d'arriver à cela, pour que nous puissions nous rassurer qu'il y a véritablement pollution. Parce que la pollution visuelle n'est pas beaucoup plus perceptible. Il faut aller dans le laboratoire contrôle qualité pour s'en rendre compte. Or, dans le laboratoire contrôle qualité, c'est là la maison mère de la métrologie. Donc la métrologie constate. Et lorsqu'elle constate cela, il faudrait maintenant que le pouvoir public agisse. Alors, on doit réguler par les principes de prévention, par les principes de précaution ou par les principes d'action si la pollution est déjà constatée. Donc la métrologie est très importante. Et si vous regardez très bien, cette liaison ici, c'est pour la première fois que ça existe. Parce que les gens parlent de l'économie de l'environnement de manière simple, mais aller lier la métrologie à l'environnement, c'est un ouvrage nouveau. Et c'est là votre originalité. Ah ben tout à fait, même l'édition m'a félicité. Donc d'ici là, d'ailleurs, ils m'ont dit que je pourrais aller présenter cela devant les autres éditeurs en Allemagne. On va évoluer, professeur Papi. Vous parlez de développement durable, écosystème, oui. Un domaine tout à fait transversal. Oui. Vous l'abordez sous les lunettes d'économiste. D'économiste, très bien. Une autre question, quel lien établissez-vous entre l'économie, qui est votre domaine, l'écologie et les développements durables? Est-ce qu'il y a des interactions entre ces 3 secteurs? Ah mais tout à fait, tout à fait. Déjà, ce qu'on appelle... Vous voyez qu'ils ont des suffixes et des préfixes uniques. Bon, éco, ça veut dire, d'un côté, c'est un logis,
ou une demeure. Or, l'économie aussi, c'est une demeure. Donc, dans laquelle on trouve la vie. Mais ici, c'est comme une science de la demeure ou une norme à respecter, l'économie. Maintenant, lorsque nous sommes dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Même dans la perspective du développement durable, on nous dit qu'il faut avoir 3 dimensions. La dimension environnement, la dimension économie et la dimension sociale. Mais l'économie tire son fondement de quoi? De l'environnement. Malheureusement, si on arrive à compromettre les équilibres du développement durable, c'est parce que les économistes, en eux, ils ont oublié l'environnement comme une donnée. Et là, vous parlez de l'économie brune ou linéaire. Mais oui, l'économie linéaire. Destructrice. Et là où nous tendons maintenant, le livre ici est en train d'annoncer l'économie verte. Mais ici... Encore un concept nouveau, ça veut dire quoi? Oui, l'économie verte, c'est une économie qui part du berceau au berceau. Ça veut dire, on tire... on tire de l'environnement, des biens et services vitaux pour la vie de l'homme, mais on les consomme, mais après avoir consommé. Les résidus ici de cette consommation sont aussi recyclés et rejetés encore dans l'environnement pour permettre à ce que d'autres individus en utilisent. Contrairement à l'économie linéaire ou brune qui permet du berceau à la tombe. Ça veut dire, lorsqu'on tire les biens et services, après avoir consommé, les déchets sont rejetés. Quand c'est rejeté, les caniveaux sont bouchés. Les lits de rivières sont dépassés. Les odeurs nauséabondes ici et là, parce que nous sommes dans l'économie linéaire, l'économie brune, qui est l'économie néoclassique. Parce que ce qui prime là-bas, c'est la recherche du profit. Alors que dans l'économie brune et verte, la recherche du profit, oui, mais c'est un PIB vert, mais teinté avec un bien-être social sur l'équité de génération en génération. Voilà un peu l'avantage que donne cet ouvrage sur la métrologie et gestion des écosystèmes. Professeur Papi, vous parlez de métrologie, gestion des écosystèmes pour le développement durable. Vous avez les costumes d'experts en environnement. Quelles leçons peuvent tirer les gestionnaires d'un projet ambitieux, noble, comme Kin Bopeto, mais qui stagne? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'ai fait beaucoup d'émissions sur Kin Bopeto. Il y a un lien avec votre oui, ouvrage. J'ai fait beaucoup, oui, parce que je vous ai dit que le sol, c'est un écosystème. Mais lorsque nous sommes en train soit les méthodes actuelles des Congolais à se débarrasser des déchets, soit l'incinération, soit les rejets à l'air libre, soit l'enfouissement dans les sols. Quand on enfouit dans les sols, il y a l'écosystème qu'on détruit parce que certains déchets que vous avez qualifiés tout à l'heure ici de non biodégradables, oui, ne se détruisent qu'après 200 ans. Vous imaginez nous les 2 générations, 3 générations, peut-être on ne sera même plus là. Quel dommage. Et aussi, le principe est que même les bouteilles que nous rejetons dans les rivières, ils vont bloquer les turbines au niveau du barrage Inga. Des fois, nous sommes en train de nous dire non, nous n'avons pas du courant. Mais les déchets que nous produisons à Kinshasa, l'eau, avec le courant de l'eau de la rivière, jusqu'au niveau des turbines, quand ça bouche, ça crée la panne au niveau des turbines. Et nous n'avons pas du courant. À cause de quoi? À cause de la consommation d'une bouteille que moi et vous avons reçue. Alors que nous devions comment recevoir ou bien adopter des comportements écologistes. Le problème des déchets, c'est un problème qui est purement municipal. Parce que les questions des déchets sont des questions municipales. Le projet Bopeto, j'étais le premier à féliciter le gouverneur pour le lancement. Mais l'allure que ce projet a prise, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, pourquoi? Parce que des fois on voit les concerts, des fois on voit un monsieur, les gens viennent avec des bêches qu'on sort dans les rues. C'est pas ça. Il n'y a plus de méthodologie. Je venais de dire tout à l'heure que la politique permet d'identifier les objectifs. Et Bopeto devrait dire à court terme, voici les objectifs à atteindre. À moyen terme, voici les objectifs. À long terme, voici les objectifs. Mais et définir aussi d'où proviendront les moyens. On n'a pas voulu dire ça, mais on a lancé. Et in fine, on a constaté que avant Kin Bopeto égale Kin Bopeto. Parce qu'ils ne savent pas que les déchets
peuvent être producteurs de revenus pour se gérer eux-mêmes. Mais justement, j'ai dit, quelles leçons peuvent tirer les gestionnaires de Kinbopeto par rapport à votre livre? Ce qu'il faut faire seulement, parce que dans ces livres-là, on ne propose pas ce qu'a proposé ma thèse de doctorat. Parce que dans ma thèse de doctorat, je parle du consentement à payer des ménages. Parce que les ménages, non seulement qu'ils produisent des déchets, mais ils sont aussi bénéficiaires des services d'enlèvement des déchets. En ce moment-là, en tant que pollueurs, producteurs de déchets, ils ont la possibilité de participer aussi à l'effort d'enlèvement, selon le principe de pollueur-payeur. Mais seulement, si vous me permettez, seulement que ce pollueur-payeur, ce principe pollueur-payeur est difficile à être appliqué au Congo. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dénicher qui est véritablement propriétaire de ces déchets. Vous pouvez vous réveiller le matin, devant votre maison, vous trouvez les déchets, alors que c'est un voisin de 10 mètres qui est venu jeter chez vous. Si réellement on doit appliquer le principe pollueur-payeur, vous payerez à la place de l'autre. Vous voyez qu'à ce moment-là, le principe n'aura pas permis de rendre l'équité sociale. Mais c'est pourquoi je dis, nous partons du principe, c'est que ma thèse innove, la socialisation du principe pollueur-payeur. Je me dis en ce moment-là, considérant que tout le monde consomme. Or, toute consommation entraîne la production de déchets. Donc, tout le monde peut être en mesure de faire quoi? De ressortir ce qu'on appelle un consentement à payer des ménages. Et ce consentement à payer des ménages-là, ça fait 4 000 francs congolais par mois, par ménage, que j'ai évalué à travers une enquête. Et lorsque nous prémultiplions par plus de 1 million de ménages à Kinshasa, nous avons pratiquement 2,5 $, par mois pour les seuls déchets qui vont subir, sans ajouter les apports budgétaires. Donc vous comprenez que les déchets peuvent se gérer, mais ils ne veulent pas donner aux experts. Malheureusement, ils donnent aux politiciens. Ah, les coms, c'est ça. Ça veut dire qu'on va dans le mimétisme inutile et on va dans les recommencements qui ne va pas prendre fin. Donc les déchets, c'est une question normale. Et il faut la gérer sans coloration politique. On va chuter, je crois, professeur, par cette dernière préoccupation. En lisant votre livre, vous posez les problèmes de la pollution. Oui. La solution passe par la métrologie. Revenez un peu sur les tentatives de solutions que vous proposez au niveau de la page 209 de votre livre. La solution à tout ça. D'abord, il faut que l'essence de responsabilité de la part et de l'État et des ménages. Quand je dis l'essence de responsabilité, c'est quoi? Dans le développement durable, on voit aussi les principes éthiques. Ça veut dire ce que je fais. Ça veut dire je suis en train de réfléchir pour moi-même, mais tout en sachant qu'après moi, il y a d'autres personnes qui viendront. Donc j'ai un sens de responsabilité. C'est comme un enfant qui arrive à la maison, il trouve maman a fait la nourriture, il mange sans se préoccuper de ses jeunes frères qui ne sont pas encore arrivés. C'est comme un animal, mais à capacité de parole. Mais un homme qui est pris d'éthique, parce que l'éthique appelle le sens de responsabilité, doit savoir qu'après moi, il y a encore d'autres personnes. Je suis gouverneur aujourd'hui, mais après moi, je ne serai plus gouverneur, il y a d'autres personnes. Qu'est-ce que je léguerai aux autres qui viendront après moi? Parce que la question des déchets est comme ça. C'est-à-dire on a commencé, mais il faudrait que quand les autres viennent, qu'ils vous trouvent sur un pas que vous avez commencé. Mais si je suis gestionnaire d'une université, qu'est-ce que j'ai inculqué? Vous trouvez les universités sales. Mais heureusement, je ne sais pas si je peux citer notre université, heureusement, notre université Révérend Kim est très, très propre. Vous faites la pub des Révérend. Mais excusez-moi, je suis en train de demander au directeur du programme de m'en excuser, mais je crois que ce qui est sûr, c'est que non seulement il faut lier la science à la croissance intellectuelle de l'homme, il faut aussi lier cela à l'environnement écologique dans lequel ces enfants étudient. Mais en ce moment-là, non seulement ça c'est le sens de responsabilité. Deuxième chose, gérer mieux les déchets. Parce que ce qui cause la pollution de nos rivières, c'est la prolifération des déchets. Les déchets industriels, les déchets ménagers, les déchets des hôpitaux, les déchets de l'agriculture. L'explosion démographique en est pour quelque chose aussi. Non, mais je suis en train d'arriver. Allez-y. Je suis en train d'arriver, papa. Lorsque vous avez terminé la gestion des déchets, il faut aussi maîtriser la croissance démographique. C'est vrai, c'est que nous connaissons comme pollution ostentatoire.
est due essentiellement aussi à l'explosion démographique. Et cette explosion démographique, parce que les gens aussi ne sont pas, on n'a pas inculqué en eux les actes à adopter, ils vont utiliser ou surutiliser comme ils pensent, tout en considérant que c'est bien public. Vous comprenez? Il y a aussi les technologies qui nous viennent de l'Occident. Les technologies polluantes qu'on nous amène ici, croyant que l'Afrique et le Congo, c'est un havre pollueur. Donc, on pense que nous avons la possibilité ici, n'est-ce pas, de pouvoir emmagasiner des technologies polluantes ou sales. Alors que l'État devrait dire, dans la logique normale, voici réellement les types de technologies que nous devons voir. Ce qu'on appelle les technologies vertes ou propres. Non seulement cela, nous avons aussi la gestion politique de nos écosystèmes, surtout l'écosystème forestier. Vous imaginez quand on part couper de manière abusive nos forêts, tout ce qu'il y a comme résidu là, c'est rejeté dans les rivières. Et des fois, ça crée un possible blocage pour le passage normal de l'eau. Et des fois, lorsque c'est comme ça, le lit de la rivière se déplace. Et il y a des éboulements des sols. À cause de quoi? À cause du comportement des activités des économistes à travers leurs activités qu'ils ont mises en place. Donc vous comprenez que si vous lisez les recommandations, elles sont nombreuses. Mais je suis en train d'insister sur ce que devrait adopter l'État congolais. Je suis en train d'expliquer sur ce que devraient adopter les ménages et les responsables universitaires. Et le sens d'éthique et de responsabilité devrait être les gages. Et ce livre, d'ailleurs, si vous regardez très bien, on a vu le principe éthique et équité intergénérationnelle. On a évoqué ça dans le livre. Je me dis qu'on ne peut pas atteindre le développement durable dès lors qu'on n'intériorise pas les principes éthiques. C'est vrai, on peut avoir le principe de prévention. C'est vrai, on peut avoir le principe de précaution. Même le principe d'action. Mais après l'action, si les gens n'ont pas inculqué les vraies valeurs, la pollution va retourner encore. C'est pourquoi les principes d'éthique sont d'une importance très capitale. C'est votre mot de la fin, professeur Papi Fernand Kimwanga, docteur en sciences économiques. Nous vous disons grand merci d'avoir répondu positivement à question de perspective économique de ce soir. Les débats viennent de commencer. Nous osons croire que nous allons vous recevoir prochainement pour aborder d'autres aspects, je crois que du même livre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je pense, comme vous avez dit, que ça ne vient que de commencer. J'espère que dans un autre cadre, plus élaboré encore, on va essayer de discuter de cet ouvrage parce que c'est le premier sur le marché congolais qui essaie de lier la métrologie et la gestion des écosystèmes. Surtout l'aspect technique des ingénieurs et l'aspect des écologistes et l'aspect des économistes. Nous y reviendrons. Merci Mesdames beaucoup. et messieurs, c'en est fini pour Perspective économique de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.